Il a été l'un des enquêteurs vedettes de la lutte contre les gangs de motards. Mais ses méthodes ne faisaient pas l'unanimité. Quand on a voulu l'obliger à suivre les règles, il a trahi son serment. Son nom, Benoît Roberge, policier. Il m'a tout donné. Tout ça contre de grosses sommes d'argent. Derrière tout ça, il y a toujours une motivation. Ça peut être la vengeance, ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir. En fait, Roberge avait un ego surdimensionné. J'ai le cul dans le plat de bonbons. C'est son expression, ça. À l'automne 2013, le Hells Angel René Balloun Charlebois s'est évadé de prison. Au moment où la police donne l'assaut du chalet où il se cache, Charlebois se suicide. Au premier coup de feu, la balle s'est nichée dans le cadre de la porte. Donc il devait tirer en direction des policiers. Et là, il y a eu une deuxième grenade assourdissante. Et il s'est tiré une balle sous le menton. La balle s'est nichée dans le plafond. Les policiers vont découvrir très rapidement que cette histoire d'évasion est bien plus importante que ce qu'ils pensaient. René Charlebois a laissé un testament vidéo. Il y affirme que le policier Benoît Roberge, qui depuis des décennies joue un rôle clé dans la lutte contre les gangs de motards, lui vend des informations, dont les noms d'informateurs de police. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle René Charlebois. Je suis un Hells Angels. Un Hells Angels Nomads Québec. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour mettre les pendules à l'heure. Parce que si vous voyez cette vidéo, ça voudra dire que je suis mort. Depuis que la rumeur de sa collaboration avec la police circule, Charlebois se sait condamné. Lui-même purge une peine à vie pour avoir tué un informateur. C'est un policier, Benoît Roberge, qui aurait propagé cette information justement pour se débarrasser de Charlebois. Mais Charlebois a prévu le coup. Il a une carte maîtresse dans sa manche. Il y a plusieurs enregistrements entre moi et un policier. Très haut placé, qui a fait toutes les enquêtes. C'est lui qui a formé Danny Kane. Le délateur, l'agent source, le rat, qui nous a tous mêlés à ça. Je parle évidemment de Benoît Roberge. Pour comprendre l'origine de la relation complexe et trouble entre le policier et le criminel, il faut remonter aux années 90, au moment de la guerre des motards. C'est un vent de panique. C'est réellement un vent de panique. Parce que toutes les semaines, on voit exploser des bombes. À Québec, il y avait des cocktails Molotov presque tous les jours, des attentats. C'était littéralement la guerre.
Il y a un petit garçon de 9 ans qui s'est fait tuer par une déflagration. J'ai été touchée par plusieurs projectiles, 4 en tout, parce que j'étais la personne la plus proche. C'est simplement pour ça. Il voulait se protéger, il n'y avait pas autre chose avec quoi il pouvait se protéger, donc il a pris la personne qui était la plus proche. C'était vous. Et c'était moi, malheureusement. C'est un vent de panique. Et la pression de cette panique, elle est reportée sur tous les policiers à qui on dit « Vous êtes les gardiens de la paix. En conséquence, agissez ». C'est une décision qui est politique, purement politique. On s'aperçoit qu'on est dans un conflit qui dégénère, qu'il y a des victimes innocentes, et le gouvernement, suite à la pression populaire, débloque plusieurs millions de dollars et dit aux policiers, aux différents corps de police, « Vous allez former des brigades dont la tâche sera exclusivement de travailler contre les motards criminalisés. » Donc nous, les policiers, on se retrouve dans des locaux, on ne parle pas nécessairement tous le même langage, on vient d'organisations policières bien différentes, mais on a des moyens financiers, on a des moyens humains. Bien avant que les gangs de motards deviennent une priorité pour les forces de police, Benoît Roberge s'est intéressé à eux, surtout au groupe des Rock Machines, dirigé par Salvatore Casetta. Il était tellement influent, Salvatore Casetta, que c'est une fois qu'il a été emprisonné que la guerre a commencé avec les Hells Angels. Les Hells Angels ont attendu que Salvatore Casetta soit en prison pour commencer la guerre. C'était le cheval de bataille de Benoît Roberge d'éliminer les motards. Tout le monde pensait que c'était un policier incorruptible, parce qu'il mettait tellement d'acharnement à pourchasser les motards. Benoît Roberge patrouillait dans le sud-ouest, dans le même secteur où Casetta a fondé les Rock Machines en 1989. Oui, il avait un peu d'avance sur les autres policiers, parce que, de par son intérêt particulier et personnel, il avait déjà, disons, débuté sa collection de renseignements. Le nerf de la guerre dans des enquêtes policières, c'est la qualité du renseignement que tu peux ramener. Et Benoît Roberge avait cette capacité de développer de très très bonnes sources. Plus tu développes des sources de haut niveau, plus ton renseignement a des chances d'être d'un très grand intérêt et plus tu as des chances d'atteindre le haut niveau de la pyramide dans tes enquêtes. Il y a plusieurs policiers qui vénèrent Benoît Roberge, parce que d'une part, il a le courage d'aller parler avec des motards criminalisés, et il a cette facilité pour recruter des sources. Il joue au plus fort. Les bandits, comme les policiers, ça roule des mécaniques et ça bombe le torse. C'est ça aussi leur job. S'ils se mettent à s'écraser devant les bandits, ils n'ont plus de crédibilité. Pour recruter un informateur, je pense que la police étudie d'abord ses points faibles. Souvent, on recrute des informateurs une fois qu'ils sont dans le pétrin. Il y a toujours une motivation derrière. Ça peut être la vengeance, ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir. Être informateur de police dans le milieu des motards est évidemment une mission des plus risquées. Sans informateur, la police ne va nulle part dans sa lutte contre le crime organisé. Ainsi, quand un policier de l'Ontario se fait voler son ordinateur portable par des membres des Hells et qu'ils y découvrent qu'un certain Claude de Serres est informateur de police, les Hells n'hésitent pas à vouloir l'éliminer. Claude de Serres a été invité par trois individus, René Balloun-Charlebois, Serge Boutin et un dénommé Mario Barrio, à se rendre dans un chalet de Notre-Dame-de-la-Merci. Il avait un dispositif d'enregistrement, un body pack dans le langage policier.
et la conversation antérieure à son meurtre a été enregistrée. Souvent, les motards tentaient de détecter s'il y avait des ondes, donc on ne pouvait pas mettre un système qui émettait. Ça aurait été facile pour les motards de trouver l'émetteur, donc dans le cas de Claude de Serres, c'était vraiment un dispositif qui enregistrait, et non pas qui émettait. Et lorsqu'on l'a amené dans ce chalet, la rencontre a été très très brève. Et on l'entend bien sur le système de Bodypack. On lui pose la question: pourquoi tu bosses pour la police? Depuis combien de temps? Et on entend le coup de feu. À la fin des années 90, la guerre des motards oppose les Hells Angels de Maurice Boucher aux Rock Machine. En 8 ans, on compte 181 tentatives de meurtre, 84 incendies criminels, 9 innocents tués par erreur, plusieurs disparus et plus de 160 morts, soit autant que l'armée canadienne a perdu de soldats en Afghanistan. C'est un vent de panique. C'est réellement un vent de panique. C'était littéralement une guerre. La difficulté pour les policiers est de recruter des informateurs, des sources, parce que le risque est gros. Ce risque, l'informateur Claude de Serres l'a payé de sa vie. Faut qu'on se débarrasse du corps. Sa dépouille a été retrouvée sous un tas de neige, tout près des lieux. René Balloun-Charlebois, c'est un individu très proche de Maurice Boucher. Et il va obtenir le statut de membre en règle après avoir éliminé Claude de Serres. J'ai écopé de perpétuité pour le meurtre de Claude de Serres. Ce rat, cette sale taupe des poulets. Ce qui fait que moi, en tuant ce type, Claude de Serres, je les ai débarrassés de cet enfoiré. Dans la brigade Carcajou, créée expressément pour combattre les motards, un enquêteur se distingue par sa capacité à recruter des informateurs proches des motards les plus influents. Benoît Roberge. Il nous a apporté des informations très importantes dans l'enquête. Benoît Roberge fait du travail de champion. Ses gros faits d'armes au niveau enquête dans cette période-là sont son apport à Carcajou concernant le contrôle des sources, son contrôle de Danny Kane, son contrôle d'Eric Nadeau dans Amigos. C'est notamment ce qui avait fait ses titres de noblesse. Un gars comme Benoît Roberge peut contrôler peut-être 10, 15, 20 sources. Mais l'important, c'est pas tant le nombre, mais surtout le rôle que ces sources-là peuvent jouer au niveau du monde criminalisé des motards. Et Benoît Roberge contrôlait des sources de haut niveau dans ce milieu des motards criminalisés. Donc à partir du moment où ils ont signé un contrat avec le ministère de la Justice, ils se sentent comme envahis d'une mission. Ces gars-là, quand ils réussissent un bon coup, après une journée ou un enregistrement réussi, ils tapent dans les mains des policiers comme si c'était une équipe. Un des informateurs importants recrutés par Benoît Roberge est Danny Kane. Kane avait d'abord travaillé pour la GRC, mais Benoît Roberge réussit à lui faire intégrer le SPVM, où il devient l'agent codé 3683. Danny Kane était comme un peu pris au piège avec toutes ses dettes. On l'attire grâce à l'argent, on paye ses dettes, on lui redonne son statut. Il aimait aussi le risque. Et le fait est que Danny Kane participait à de très nombreuses rencontres.
il était considéré comme un meneur. Il avait souvent les confidences des motards criminalisés, avant, pendant ou suite à leur crime. Et cette information-là était, je dirais, transmise à son contrôleur qui était Benoît Roberge. Ses patrons, ses confrères, sont pendus un peu à ses lèvres, parce que c'est lui qui a l'information de première main. C'est en quelque sorte un personnage pivot, un personnage central, puisqu'il contrôle celui qu'on appelle l'agent civil d'infiltration, le plus infiltré au niveau des motards criminalisés. Le témoignage de Danny Kane, qui enverra en prison les Nomads, sera entendu par la cour sur vidéo préenregistrée. Danny Kane s'est suicidé quelques jours avant de recevoir 1 700 000 $ pour son travail d'agent source. C'est une histoire compliquée. Oui, effectivement, c'est un suicide. Ça ne fait aucun doute pour moi, c'est un suicide. C'est donc un rôle central que joue Benoît Roberge dans l'opération Printemps 2001. En tout, 280 perquisitions ont été effectuées dans 77 villes du Québec. 122 des 138 motards recherchés se retrouvent sous les verrous. De plus, la police dépose contre le chef des Nomads, Maurice « Mom » Boucher, déjà derrière les barreaux, 12 nouvelles accusations de meurtre et 3 de tentatives de meurtre. Printemps 2001, c'est le résultat du travail de 2000 policiers au total. Mais il y en a qui ont eu des rôles beaucoup plus importants, comme le rôle de Benoît Roberge de contrôler des sources ou des agents sources. Certains médias vont qualifier Benoît Roberge de policier vedette. Même s'il est peu connu du public, il jouit d'une grande réputation au sein des forces de police. Il y a plusieurs policiers qui vénèrent Benoît Roberge, parce que d'une part, il a le courage d'aller parler avec des motards criminalisés, et puis il a cette facilité pour recruter des sources. Donc, pour plusieurs policiers, il fait un peu office d'icône. C'est la personne qu'il faut imiter. C'est celui qui est le seul responsable, le plus grand personnage en matière de renseignement criminel. Benoît Roberge parvient au sommet de sa gloire alors que des notes discordantes commencent à faire surface. Les médias critiquent la brigade Carcajou, parlent de querelles entre ses policiers et d'improvisation. En fait, Roberge avait un ego surdimensionné, donc c'était la personne qui entrait dans un endroit, qui assistait à une rencontre et qui essayait d'attirer toute la lumière sur lui. Et malheureusement, en faisant ça, il avait souvent tendance à écraser ses confrères, pour se montrer un tout petit peu au-dessus d'eux, comme s'il était plus intéressant que tout le monde. Là, il dit, regarde bien mon René, je pars bientôt à la retraite. Et puis, après toutes ces années de service, après vous avoir tous recrutés, je pars et j'ai une retraite misérable. Là, il me dit, moi, je veux avoir une retraite dorée. Tu comprends? Avoir une retraite dorée. Le policier Benoît Roberge est un maillot important de l'opération Printemps 2001. Il met sous les verrous les principaux dirigeants des Hells Angels. Mais la brigade Carcajou avait ses faiblesses et sa direction en était bien consciente. Maintenant que l'urgence est passée, on entreprend de consolider et de mieux encadrer la nouvelle brigade régionale mixte qui succède à Carcajou. Au début, la première brigade Carcajou ne faisait qu'éteindre les feux. On ne savait vraiment pas comment s'y prendre pour circonscrire ce phénomène-là, cette guerre qui avait lieu à Montréal et dans les banlieues. Il faut avoir le recul pour se dire, bon, est-ce qu'il y a des choses que j'ai laissées un peu de côté? Est-ce qu'il y a des procédures, des règles que j'ai peut-être un peu contournées? Est-ce qu'il n'est pas temps de corriger tout ça? Est-ce qu'on ne devrait pas, lorsque la pression est beaucoup moins grande, le faire dans les règles de l'art? Et s'il y a un aspect sur lequel on avait des remontrances à faire à Benoît Roberge, c'était surtout l'aspect administratif. Comme bien des gars qui contrôlent des sources.
On aime bien tisser des liens, rapporter de l'information, la raconter aux collègues plus tard lors du briefing. Mais quand vient le temps d'écrire, si vous regardez les séries policières à la télé, on ne voit pas souvent les gens écrire. En gestion d'enquête, ça a une certaine importance, l'écriture. Je dirais que c'est primordial, si on veut être capable de monter des dossiers solides. Est-ce qu'on avait besoin d'un gars comme Benoît Roberge, qui n'avait pas peur de s'impliquer, qui était très actif, qui consacrait 18-20 heures par jour à son travail? Oui, la réponse est oui, on avait besoin d'un gars comme lui. Bonjour. Voilà, je t'ai apporté ce qu'il fallait. Tout est là. Voilà, on se revoit très vite. D'accord? Ça me fait plaisir. Mais il s'avère qu'il n'avait pas le caractère pour faire en sorte que ce travail se traduise ou s'exécute de la bonne façon. Ok? Voilà ce qu'on va faire. Tu vas venir avec moi, on va aller rencontrer Nadeau, puis on va se parler dans le casque, ok? Parce que là, il faut absolument que les choses avancent. Après environ 1 an en poste, je m'aperçois que Benoît Roberge avait de drôles de façons de contrôler ou de recruter les informateurs. Donc un matin, il se présente tout bonnement dans mon bureau et il me relate une rencontre qu'il a eue avec un des pires criminels, un des pires Hells Angels. Cette rencontre avait eu lieu la veille. Alors qu'il était seul, il a rencontré cet individu. Tu verras. Non, mais tout est sous contrôle. Et il me raconte de façon très naïve qu'ils ont parlé, qu'ils ont mangé, qu'ils ont discuté pendant plusieurs heures et que le criminel commandait des bouteilles de vin d'une valeur de 300 $. Et que pour établir un contact dans le but de recruter cet individu comme informateur, Benoît Roberge avait accepté de prendre un verre de vin avec un des membres les plus éminents des Hells Angels. D'une part, il n'avait pas compris le message, mais il n'avait pas non plus compris la gravité du geste qu'il venait de faire. En plus de se mettre en danger, il mettait aussi en péril l'organisation même des brigades régionales mixtes. Tu ne dois jamais rencontrer une source seule. La raison, c'est que lorsqu'on rencontre une source, souvent, il va y avoir des paiements, donc manipulation d'argent. Si on y va tout seul, c'est possible que tout l'argent ne soit pas remis. Ça fait partie du personnage de Benoît Roberge de ne pas respecter les règles, de faire des choses qui ne sont pas tout à fait réglo, comme on dit, de rencontrer des sources seules, de faire des choses un petit peu limites. Je vous avais dit, les gars. Alors voilà comment on va procéder. Habitué à ce qu'on lui considère comme une vedette, Benoît Roberge a du mal à se plier aux nouvelles Très directives. bien. Donc, on en a déjà parlé, évidemment, hein, mais regardez ici. L'information recueillie par Benoît Roberge auprès d'un de ses informateurs fait en sorte de nous mettre la puce à l'oreille concernant un possible retour de Paul Fontaine. Paul Fontaine, c'est cet individu qui est impliqué dans la mort de gardiens de prison et qui est en cavale depuis 7 ans. Benoît Roberge protégeait un de ses informateurs en précisant que l'information qu'il avait recueillie auprès de celui-ci était tellement précise que si on avait fait une opération policière, on aurait compromis la sécurité de l'informateur. Mais moi, je me disais surtout que il utilisait ce prétexte simplement pour cacher l'information, pour garder pour lui l'information, pour faire en sorte que son rôle au sein de la brigade régionale mixte de Montréal soit préservé pour de nombreuses années. Donc,
Le fait que Roberge ne soit pas présent, qu'il soit parti en congé pour un long week-end, j'en profite à ce moment-là pour mettre en place une équipe de surveillance physique sur les informateurs de Benoît Roberge, qui sont supposés rencontrer Paul Fontaine. Et le destin nous a bien aidés, puisque une de ces équipes de filature a réussi à localiser Paul Fontaine et à procéder à son arrestation. Est-ce que Benoît Roberge était, disons, satisfait de cette façon de procéder? Non, effectivement. Et lors de son retour, lorsqu'on a fait un débriefing de l'opération policière, il y a eu des échanges virulents entre Benoît Roberge et moi-même. Qu'est-ce que je vous avais dit, les gars, par rapport à Fontaine? Vous venez de griller ma source. Cette opération, c'était une réflexion commune des dirigeants de la brigade régionale mixte. Et ça ne devait pas être jugé ou perçu de cette façon-là par Benoît Roberge. Et les commentaires qu'il nous a adressés n'avaient absolument pas leur place dans une organisation policière. Comment tu penses que je vais convaincre les autres d'embarquer avec moi maintenant? Quoi? Écoute, tu veux que je me calme? Tu te calmes maintenant. Vous n'écoutez pas ce que je vous dis, bon sang. C'est important ce que je dis. Faites-moi confiance, je sais ce que je fais. Calme. Tu m'as mis dans le pétrin là. Arrête. Tu nous as tous mis dans le pétrin. Mais vas-y. C'est bon. Je suis écœuré par vos fichues méthodes. Comme responsable de la brigade régionale mixte, je ne pouvais pas tolérer qu'il y ait ce genre d'insubordination. Après cette rencontre, j'ai déplacé Benoît Roberge vers d'autres fonctions. Donc, il a été écarté de cette brigade où il était si bien vu. Et il est revenu beaucoup plus tard dans le procès Shark, donc après l'opération Shark, la deuxième grande rafle policière. Mais ma foi, le mal était fait. Je pense qu'il était extrêmement frustré déjà à ce moment-là d'avoir été écarté de cette façon. Et je pense que sa rage a un peu été nourrie par ça. Il n'était plus le Benoît Roberge. Il n'était plus la star qu'il avait été, alors je pense que ses problèmes ont commencé dans ces années-là. Benoît me dit, il me dit, je suis là, je suis à table avec eux, je suis dans le plat. J'ai le cul dans le plat de bonbons. C'est son expression, ça. Alors moi, je lui réponds, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que tu peux me donner de l'opération Shark? Ainsi, quand on procède à l'arrestation du Hells Angels Paul Fontaine contre l'avis de l'enquêteur Benoît Roberge, et qu'en plus cette interpellation se fait lorsqu'il est en vacances, rien ne va plus entre lui et ses supérieurs. Est-ce que Benoît Roberge était, disons, satisfait de cette façon de procéder? Non, effectivement. Et lors de son retour, lorsqu'on a fait un débriefing de l'opération policière, il y a eu des échanges virulents entre Benoît Roberge et moi-même. Ça suffit. Maintenant tu sors tout de suite. Dehors. Allez, sors. Dehors. Et c'est n'importe quoi. Oui, bah on en reparlera. Après cette rencontre, j'ai déplacé Benoît Roberge vers d'autres fonctions. Benoît Roberge est relégué aux enquêtes régulières, autant dire aux oubliettes. Il se retrouve loin des enquêtes importantes. Je pense que dans son cas, la fracture a eu lieu quand il a été écarté d'une brigade dans laquelle il aimait travailler. Je ne pourrais pas vous dire si le fait qu'il ait été déplacé de la brigade régionale mixte a atteint son ego ou son estime de lui-même, au point de faire germer dans sa tête le désir de s'enrichir rapidement. Je ne sais pas si c'est l'élément déclencheur. On ignore s'il souhaitait juste s'enrichir ou s'il avait un désir de vengeance, mais on sait que peu de temps après avoir repris du service, Benoît Roberge rencontre René Charlebois en prison pour lui faire une proposition étonnante. Et là, j'ouvre la porte. Je rentre. Et il y a Benoît Roberge qui est là.
C'est un grand mystère ce qui s'est passé, et personne jusqu'à maintenant n'est capable d'expliquer comment ça se fait que Roberge a rencontré seul René Charlebois. Mais le fait est qu'ils se sont rencontrés seul à seul, ces deux-là. C'est indéniable. Alors, voilà comment on va procéder. C'est très mystérieux parce que les policiers ont quand même une consigne claire de ne rencontrer ces personnes qu'avec un coéquipier. Ils ne peuvent pas les interroger tout seuls. Ok, donc, qu'est-ce que tu veux me dire exactement? Tu sais, donne-moi juste la somme que je t'ai demandé pour les informations que tu veux. Lorsque Roberge rencontre René Charlebois, il veut lui vendre le témoin clé de l'opération Shark, Sylvain Boulanger. Il veut lui vendre l'endroit où il se trouve. T'es d'accord avec ça? T'auras pas de meilleure proposition. Le pas qu'il tente ou qu'il veut franchir est énorme. Il veut mettre la vie de ses confrères en danger, la vie d'un témoin spécial, d'un collaborateur de justice. J'en suis là. Tu comprends ce que je te dis? Tu comprends ce que je vis? Tu sais ce qui se passe? Je vais bientôt prendre ma retraite de la police. Tu sais ce qu'ils vont me donner? Une montre, tu le crois? J'en ai déjà une en plus. Ce qui fait que... moi, ce que je veux, c'est une retraite dorée. Je l'ai méritée, bon sang. J'ai travaillé assez durement. J'en reviens pas d'avoir fait tout ça sans qu'on me donne rien en retour. Il me dit, je suis là, je suis à table avec eux. Je suis dans le plat. J'ai le cul dans le plat de bonbons. C'est son expression, ça. Alors moi, je lui réponds, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que tu peux me donner de l'opération Shark? Là, il dit, tu sais, Boulanger, tu le veux? Tu me le demandes. Je te le donne. Pour 2 millions, je te le donne. C'est sûr que je te le donne. Sylvain Boulanger, c'est l'élément clé de l'opération Shark. En fait, c'est le cœur de l'opération Shark, c'est le pivot. C'est le moteur, c'est le début de Shark. Sans Boulanger, il n'y a pas de Shark. C'est inimaginable que le pire policier à avoir travaillé contre nous, celui qui nous a tous fait plonger, veuille travailler pour moi en me vendant des informations privilégiées sur tout ce qui se passe dehors. Toutes les taupes, toutes les enquêtes, toutes les opérations, tout. C'est incroyable. Moi, je me suis dit, c'est pas vrai. Non, ça se peut pas. C'est pas possible, j'y crois pas. Je pense que Charlebois veut redorer son blason, parce qu'il est sur le point de sortir de prison, et lui, il veut reprendre le contrôle du trafic de stupes. Donc, il veut se donner de l'importance, il veut être un caïd, il veut être majeur, il veut être un acteur important. Charlebois pense à son futur, et à son futur proche, c'est qu'il est sur le point d'être libéré. Alors, s'il peut débarrasser les Hells de Sylvain Boulanger, il va être un dieu. Et puis, en plus, la beauté de l'affaire, c'est qu'il a un policier important, à savoir Benoît Roberge dans sa petite poche arrière. Alors, il sait qu'il a tout à gagner. Avant son plaidoyer de culpabilité, René Balloun Charlebois avait demandé à rencontrer les autorités pour envisager la possibilité de devenir informateur. Benoît Roberge était au courant de cet état de fait. Donc, est-ce que c'est l'élément déclencheur qui fait que plusieurs années plus tard, il rencontre de nouveau René Charlebois dans le but de lui offrir des renseignements ou dans le but d'en obtenir de sa part? Qui sait? Et ensemble, on va gagner. Benoît Roberge, à ce moment-là, était devenu un bandit et il a réfléchi comme un bandit. Alors, il ne s'est pas méfié. Alors que pendant toute sa carrière, il a fait de l'écoute téléphonique. Il n'a pas pensé une seconde que Charlebois, qui n'était pas un génie, pouvait être plus intelligent que lui et enregistrer leur conversation pour se faire une petite police d'assurance.
J'ai plusieurs enregistrements de Benoît Roberge et moi qui parlons. Une douzaine d'enregistrements. Mais on s'est parlé des centaines de fois. Pendant plusieurs années, Benoît Roberge et le Hells René Charlebois sont en contact. Contre des sommes d'argent, le policier Roberge vend des informations à Charlebois. J'étais avec un des gars de chez nous tout à l'heure. Un de mes gars. Et il m'a parlé d'un autre type avec une sacrée histoire. Tu veux dire un informateur? Ouais. Eh bah... Benoît Roberge m'a donné environ 50 informateurs. Un peu plus. Peut-être un peu moins, entre 45 et 50. Le gros, je m'en fiche. Je te dis, mais en plus, avec ce qu'ils viennent de faire, ils vont le payer cher. Je te le dis, ils vont le payer cher. C'est juste que je veux pas trop me laisser emporter par ma colère. Il faut pas. Mais tu sais, si j'avais été dehors, c'était fini. J'aurais eu sa peau, c'est certain. Je peux pas partir d'ici, c'est impossible. Il m'a donné toutes les enquêtes policières, de la GRC, de la SQ, de la CUM. Les 2-3 dernières années, avant mon évasion, il m'a tout donné. Tout ça contre de grosses sommes d'argent. Tu sais, comme je t'ai dit, demain, il va m'envoyer 25 000 $. Donc, tu fais comme la dernière fois. Tu vas le chercher dans la boîte aux lettres. Tu sais, avec le nom que je t'ai donné, eh ben, je voulais au minimum 150 000 $. Charlebois veut redorer son blason parce qu'il est sur le point de sortir de prison et lui, il veut reprendre le contrôle du trafic de stupes. Donc, il veut se donner de l'importance. Il veut être le caïd. D'accord. L'enquêteur Benoît Roberge, grand spécialiste de la lutte contre les gangs de motards, vend secrètement des informations aux Hells Angels René Charlebois. Pendant des années, les Hells versent de grosses sommes à Roberge, qui leur transmet des informations qu'il trouve même jusque dans les dossiers de sa femme. Son épouse travaillait comme procureur au niveau du bureau de lutte contre la criminalité, le Blacko, et elle était responsable de dossiers visant des motards. Entre eux, les policiers ne se donnent pas les noms de leurs informateurs. Il faut aller chercher ça dans des documents assez secrets. Au mois d'août, je suis plus dans la police. Ok. Là, je commence un nouveau boulot. Où est-ce que tu t'en vas? Au Québec. Tu vas avoir accès à tout le monde? Je vais là-bas pour obtenir des renseignements. Pour aller les collecter, je vais aller là-bas. Tu veux que j'y aille à ta place? Où a lieu la rupture entre les deux? Est-ce que Charlebois a dit à Roberge qu'il l'avait enregistré? Est-ce que dans l'autre sens, Roberge a demandé trop d'argent à Charlebois, a trop insisté? Moi, tu sais, je veux pas lui donner tout le temps, admettons, 100 000, 200 000, 300 000... pour chaque information qu'il va me donner. C'est pas possible, sinon on n'en finira plus. Et c'est peut-être de là que vient l'idée de Roberge de vendre Charlebois aux Hells Angels en disant « ce gars-là est un informateur ». À ce moment-là, Charlebois était dans une position intenable en prison. Il se retrouve obligé de faire quelque chose, c'est-à-dire à s'évader, ce qu'il a fait. Et ça a été la perte des deux. Le 14 septembre 2013 à 20 h, René Charlebois s'évade de la prison de la Montée-Saint-François à Laval. Le 26 septembre, René Charlebois se suicide. Au premier coup de feu, la balle s'est nichée dans le cadre de la porte. Donc il devait tirer en direction des policiers. Et là, il y a eu une deuxième grenade assourdissante. Et il s'est tiré une balle sous le menton. La balle s'est nichée dans le plafond.
Ce que Benoît Roberge ignore, c'est que dans l'enquête sur l'évasion de Charlebois, un proche de Charlebois a été arrêté. Et c'est là qu'il leur a dit « Moi, j'ai des enregistrements. » Et là, ça se passe très rapidement. Une fois qu'ils ont entendu ces enregistrements, là, ils enclenchent une opération extrêmement rapide pour piéger Roberge. Ouais. Benoît Roberge est dans son chalet. Alors on l'appelle et on lui dit « On a des enregistrements de toi et de Charlebois. Si tu les veux, c'est 50 000 $. Alors Roberge a dû réfléchir vite. Il a dit à cette personne « J'ai seulement 10 000, mais je vais te donner le reste plus tard. » Alors le marché a été conclu comme ça. Entre-temps, Roberge s'en remet ou se tourne vers son ami Mario Macri pour qu'il l'accompagne. Mario Macri, qui est un membre de la mafia. Je ne connais pas exactement son statut. Ce n'est pas innocent qu'il fasse appel à Mario Macri, et c'est surtout extrêmement étonnant que Roberge ait des relations dans le crime organisé à tous les niveaux. Il part avec ce Mario Macri, avec un petit sac dans lequel il y a 10 000 $. Mais quand les policiers plus tard vont saisir sa voiture, ils vont trouver dans son coffre encore 11 000 $. Donc manifestement, il avait accès à bien plus que 10 000 $. Et ce n'est pas ce qu'il avait prétendu. Il avait accès à au moins 21 000 $, mais il avait séparé le butin en deux. Le policier Benoît Roberge, l'as du renseignement, celui qui a participé à toutes les opérations contre les gangs de motards, est arrêté. Benoît Roberge a été arrêté le 5 octobre et il n'y a jamais eu ni enquête préliminaire, ni enquête sur remise en liberté. Je pense que devant la force de la preuve, il a compris qu'il n'avait pas tellement d'autre choix que de reconnaître sa culpabilité, ce qu'il a fait par ailleurs en mars 2014. Il a plaidé coupable pour des accusations réduites, c'est-à-dire qu'on a laissé tomber un certain nombre d'accusations, mais il a quand même plaidé coupable à des accusations de gangstérisme et d'entrave à la justice. Ce n'est donc pas rien. Franchement, comment un individu de cette trempe-là, un policier d'élite, peut en arriver à retourner complètement sa veste? Écoutez, j'étais estomaqué, j'étais assommé. Je me suis senti trahi, comme beaucoup de policiers. C'est quelqu'un avec qui t'as travaillé. T'es abasourdi, tu te dis non, ça ne se peut pas. Je suis encore plus estomaqué aujourd'hui d'apprendre les informations qu'il a pu fournir au milieu motard. Ça me sidère encore plus. Il a fait une sorte de plaidoyer en plaidant coupable. Il demandait pardon à la société. Ce qu'il a exprimé à la cour, c'est « J'ai été victime de menaces, j'ai été victime de chantage et j'ai fait ça pour protéger ma famille. » Alors il présente l'image du bon gars qui a voulu sauver sa famille des griffes des Hells Angels. Alors que ce n'est pas ça qu'on sent dans l'écoute téléphonique. Ce n'est pas ça du tout. Avec le nom que je t'ai donné là, c'est pour ça que je me disais que je voulais au moins, au minimum 150 000 $, tu vois? Il négocie. Il veut de l'argent. S'il était victime de menaces et de chantage, vous pensez vraiment que René Charlebois allait lui donner 100 000 $ pour les informations? Non, il va le menacer, il va le faire chanter. Le juge n'avait pas tellement l'air de croire que cet homme, qui avait combattu les Hells toute sa vie, avait soudainement, avec un simple coup de téléphone de René Charlebois, avait craqué et avait eu peur. Alors bref, il a été condamné à 8 ans de prison. Si on conçoit que Benoît Roberge s'est tourné vers le crime organisé pour se venger de son organisation policière, parce qu'il avait été écarté, parce qu'il n'avait pas eu ce qu'il voulait, parce qu'il n'avait pas les promotions qu'il voulait, que sais-je, ça veut dire que de toute façon, c'était un policier véreux. Et là, maintenant que je suis mort, je pars avec mes souvenirs. C'est très bien comme ça. Oui. Personne n'est responsable de moi, de ce que j'ai fait de ma vie, sauf moi. Sauf moi, c'est vrai, oui. Parce qu'au final, c'est pas moi qui travaillais pour eux. C'est pas moi. C'est eux qui travaillaient pour moi. Et ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. J'ai le sentiment du devoir accompli aujourd'hui en ayant fait cette vidéo. Faites-en bon usage. Salut.